Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'insertion a créé les bases de l'action pour la tranquillité. En 1997, l'ensemble des dispositifs d'insertion des bailleurs sociaux étaient en activité. Je vais présenter quelques chiffres pour l'illustrer. Le dispositif Brigade Blanche fonctionne depuis 1991. Il combine insertion sociale et professionnelle de bénéficiaires du RMI et remise en état de logement HLM. En 1997, près de 600 logements avaient été remis en état de location, 125 halls d'immeubles repeints, 280 personnes avaient été bénéficiaires d'un contrat de 6 mois, 80 avaient accédé à l'emploi à l'issue de ce contrat. Le GEC 69, Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification du Rhône, existait depuis 1993. 60 entreprises étaient impliquées, 170 contrats de travail de 6 mois accomplis, 85 qualifications professionnelles N1P2, c'est le niveau de qualification d'aide ouvrier précédant celui du titulaire d'un CAP, délivré et 55 embauches effectuées dans les entreprises de bâtiment. En fait, tous les salariés qui ont accepté l'offre d'emploi faite, ces métiers n'ayant pas une bonne image à cette époque et les besoins en main-d'œuvre réelle. Le programme CEPRELS, création d'emplois de proximité et réhabilitation du logement social, avait été lancé en 1995. 590 logements avaient été remis en état de location, 61 personnes avaient bénéficié d'un contrat de travail de 12 mois. Le bilan de 6 ans de travail d'insertion était évalué comme positif sur plusieurs points. L'amélioration de la qualité du logement. Près de 1200 logements avaient été remis en état sur une zone qui en comptait 18 000. La qualité pédagogique de l'insertion mise en œuvre. C'est la première fois que les jeunes concernés par le CEPRELS tenaient un emploi et avaient une feuille de paye. L'amélioration de la cohésion sociale sur les territoires d'habitat social. Grâce essentiellement au contact renoué entre les locataires ou enfants de locataires en difficulté, nos personnels et les partenaires du travail social et de l'emploi. Mais même si les choses s'amélioraient, il était clair que la qualité de vie dans nos ensembles immobiliers restait dégradée notamment le soir et en fin de semaine. Regroupement perturbant de jeunes dans les allées, salissures, agressivité. Les locataires s'en plaignaient, avaient notamment honte de recevoir des visites vu l'état de leur habitat. Nos personnels trouvaient le matin des parties communes souillées, et prenaient de plein fouet la colère justifiée des locataires. Un nouveau dispositif d'insertion en 1997 prépare le virage vers la tranquillité, le programme Presence, présence, environnement et sécurité, nettoyage et création d'emplois. L'Europe, par l'intermédiaire de la Direction générale V chargée de la lutte contre l'exclusion professionnelle, a lancé début 1996 un appel à projets sur la création d'emplois par la production de nouveaux services. Ce sont nos partenaires de la préfecture de région Rhône-Alpes qui ont attiré notre attention sur cet appel à projets, concernant une proposition liée au renforcement de la gestion de proximité des bailleurs le soir et les samedis après-midi et dimanche matin, période de repos de nos personnels. Un dossier de demande de 700 000 écus de subvention, soit environ autant d'euros, l'écu étant flottant à cette époque, mais dans une fourchette limitée, est parti à Bruxelles, avec une lettre d'engagement de Paul Bernard, préfet de la région Rhône-Alpes, et de Raymond Barre, président de la communauté urbaine de Lyon. Le 29 septembre 1997, le commissaire européen Padraig Flynn, chargé de la Direction générale V de la Communauté européenne, inaugurait à Lyon au siège de la RRA HLM le lancement du programme Présence. C'était un nouveau service des bailleurs du Grand Lyon. Ce service s'appliquait sur leur propriété, encadré juridiquement par le bail, contrat de location. Par une présence de salariés du bailleur progressivement accrue jusqu'à 23 h le soir du lundi au samedi, et le dimanche matin, il s'agissait de garantir aux locataires que les termes du contrat de location étaient respectés.
Une soixantaine de salariés en contrat aidé, des emplois jeunes, étaient affectés en équipe de 3 sur un ensemble de 800 logements environ. Ils effectuaient des rondes. Ils pénétraient dans chaque immeuble, montaient au dernier étage par l'ascenseur et redescendaient à pied, en contrôlant les escaliers et les paliers. S'ils entendaient du bruit anormal s'échapper d'un logement, musique, bruit d'enfants, altercation, ils sonnaient pour demander de mettre fin au trouble. S'ils croisaient un groupe de jeunes, installés sur un palier ou dans un hall en train de consommer ou de faire du bruit, ils étaient censés leur demander de cesser de déranger. Ils devaient également nettoyer en urgence des salissures dans les parties communes et les ascenseurs, et étaient équipés de matériel de nettoyage pour ce faire. Cette activité faisait l'objet d'un compte-rendu quotidien, contenant notamment le nom des perturbateurs repérés. Il était transmis au bailleur qui entre autres devait engager les actions contentieuses. C'est de cette façon que les bailleurs sont rentrés professionnellement sur le champ de la sécurité-tranquillité. Cette action était beaucoup moins précise qu'aujourd'hui dans son organisation. Mais elle a conduit à des acquis qui ont été déterminants pour formaliser et intégrer dans l'activité professionnelle des bailleurs la tranquillité, sécurité. Le volet propreté, conçu comme un débouché des dispositifs d'insertion CEPRELS et Brigade Blanche, a fonctionné à la satisfaction de tous en 1997 et 1998. En 1999, le directeur départemental du travail du Rhône a refusé la dérogation à l'interdiction du travail du dimanche. Il a enlevé tout l'intérêt de ce programme, et les bailleurs l'ont arrêté en 2001. Le volet tranquillité a été abordé dès 1999, par une expérimentation à la Duchère, Lyon 9e, avec 3 personnes. Cette expérimentation a montré la justesse de ses fondements, action bailleur sur la propriété du bailleur, avec comme cadre le respect du contrat de location. Ce contrat prévoit notamment la jouissance paisible de la chose louée, et de ne rien faire qui nuise à la tranquillité des voisins. Il indique également que le titulaire du bail est responsable de lui-même, des membres de sa famille et de ses visiteurs. Ces 3 mois ont également démontré qu'il était possible à du personnel de travailler le soir sur ces quartiers stigmatisés, sans que leur intégrité physique et psychologique soit menacée, même si des précautions étaient nécessaires. La première généralisation s'est faite fin 1999 par opportunité à Rilieu-Ville-Nouvelle, Vénissieux-les-Minguettes, Lyon-Moncey, où le service fonctionne toujours, et Villeurbanne-Saint-Jean, où il a été arrêté en 2002, les objectifs étant atteints. Quels sont les acquis des bailleurs qui ont permis de s'engager dans la démarche tranquillité, fin 2000 ? Une meilleure image du bailleur social. Les agences de proximité ont été créées en 1987. Elles assurent tous les services de base. Instruction de la demande de logement, propreté, entretien contentieux. Elles ont rapproché le bailleur des locataires. Les conventions de gestion de proximité associant bailleurs, mairies, État, région et conseil général, et la réhabilitation des logements ont amélioré le cadre de vie. Les actions d'insertion ont apaisé les tensions entre les jeunes exclus et nos personnels, créant des liens de coopération. Une organisation projet, à l'OPAC du Rhône pour gérer l'insertion. Les personnels d'agence, agents de résidence, chargés de site, techniciens, conseillers sociaux, responsables d'agence, ont pris l'habitude de travailler transversalement sur ce programme. Ils étaient en lien direct avec moi, en tant que chargé de mission insertion par l'économique et cadre supérieur de l'entreprise. Ma fonction de chef de projet était identifiée et reconnue par les personnels de proximité, la hiérarchie interne, les partenaires et les perturbateurs. Le passage de l'insertion à la tranquillité s'est fait naturellement, car ce sont les mêmes acteurs qui étaient concernés, en positif ou en négatif. Le maillage du partenariat local et départemental existe. L'insertion et la gestion de proximité étaient contractualisées par les bailleurs au plus haut niveau. Préfet du Rhône, président de la communauté urbaine de Lyon, président du conseil général, également président du conseil d'administration de l'OPAC du Rhône. Mais la mise en œuvre locale a généré des coopérations territoriales autour des agences, maires, fonctionnaires, chefs de projet. La gestion des tensions sociales a également créé des liens avec la police et la gendarmerie nationale. L'existence de l'ARRADEP,
association groupement d'employeurs des bailleurs. Cette structure a été initiée pour l'insertion. Elle pouvait servir à mutualiser des moyens en personnel ou en ingénierie, pour toutes les actions partagées entre les bailleurs sociaux. Elle a donc pu être utilisée pour porter les contrats de travail des personnels à embaucher, pour la tranquillité. Ceux-ci pouvaient ainsi travailler indifféremment chez tous les bailleurs adhérents. Une connaissance précise des faits perturbateurs. Début 2000, une grande confusion régnait sur la caractérisation de la situation d'insécurité dans ces quartiers en politique de la ville, sauf au sein des forces de l'ordre. Les décideurs oscillaient entre minimisation et exagération du danger à s'y rendre, et y travailler le soir. Certains responsables parlaient du sentiment d'insécurité, qui était perçu à juste titre comme méprisant par la catégorie de locataires la plus vulnérable. La querelle entre répression et action sociale cachait une impuissance de certains politiques et techniciens devant la montée des tensions et de leurs conséquences. Agression, dégradation, salissure. En revanche, par le réseau de proximité, par le début de la présence professionnelle en soirée, par de la méthode, comptage, classification et cartographie des incidents, par les contacts avec les forces de l'ordre, j'avais une vision assez exacte de la situation. Cette vision peut se présenter autour de 4 points. Les problèmes sont réels. Il y a de l'insécurité notamment pour la catégorie la plus vulnérable des locataires. Mais une grande partie de notre patrimoine est au calme, quand bien même elle est située dans des territoires dits difficiles. Les faits d'insécurité ont souvent lieu au sein de nos immeubles, garages, parkings et espaces extérieurs, donc sur notre propriété, plus que dans la rue. Le traitement de ces actes relève en partie de la gestion de proximité, au titre de la jouissance paisible de la chose louée. Sécurisation des garages souterrains, intervention auprès des perturbateurs pour faire cesser la gêne. Dès que l'on analyse la nature et l'origine des incidents, on voit que notre responsabilité est engagée, donc une partie de la résolution de problèmes est de notre ressort. La réaffirmation de l'autorité du bailleur est possible sur ces lieux et en soirée, sous réserve qu'elle soit construite, respectueuse, et assise sur l'autorité des responsables de la sécurité, le maire et la police ou la gendarmerie nationale. L'expérience que j'avais acquise dans le cadre de ma mission d'insertion était riche. J'avais la connaissance précise des quartiers où nous intervenions. Je connaissais les immeubles dont nous étions propriétaires, car j'y avais piloté les actions d'insertion professionnelle qui s'y déroulaient. Les coins sous la Combe, la Thibaude, les Verchères, les Noirettes, le Mas du Taureau, Bron-Parilly, les Minguettes, Rilieu et bien d'autres lieux considérés comme insécures étaient mes zones d'activité professionnelle quotidienne. Je connaissais également les perturbateurs. Certains d'entre eux étaient nos salariés au sein de l'ARR-ADEP, et j'avais supervisé les actions pédagogiques qui en avaient conduit à la réussite. Bref, pour moi, mes collaborateurs et une partie de mes collègues, c'étaient des lieux de travail au même titre que les autres. Heureusement que nous avions ces acquis, car à partir de 2000, les locataires se sont fait plus insistants dans leur ras-le-bol d'une situation d'insécurité et de dégradation de leur cadre de vie qu'ils subissaient au quotidien. Les maires aussi sont devenus insistants, nous questionnant sur les actions entreprises en matière de sécurité, ou plutôt nous reprochant notre inaction. La passivité n'était plus de mise. Et c'est tout naturellement que lors d'un de nos entretiens hebdomadaires, Jean-Pierre Faure, directeur général, m'a demandé « Et si vous preniez en charge ces problèmes de sécurité à l'OPAC du Rhône ?» Comme il m'est arrivé plusieurs fois à des stades déterminants de ma vie, devant une opportunité structurante qui s'offrait à moi, j'ai dit oui, même si je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Nous n'étions qu'une minorité de décideurs bailleurs convaincus que nous devions et que nous pouvions agir. La tâche allait être difficile. 6 ans après, mon directeur général et moi-même, et peut-on espérer les locataires ? Nous ne pouvons que nous féliciter de ne pas avoir suivi une stratégie exclusivement juridique et répressive. Chapitre 2. Qu'est-ce que la non-tranquillité ? Les notes prises au cours d'une des multiples réunions que j'organise le soir à 18h30 dans les halls d'entrée donnent une idée précise de l'état d'esprit des locataires qui subissent les perturbations des parties communes de leur immeuble. Réunion des locataires de l'allée 29, le vendredi 7 juillet 06, dans une résidence du Grand Lyon. 20 locataires présents sur 51 résidents.
Présent, la directrice d'agence, moi-même, directeur chargé de la sécurité tranquillité, les gardiens, la chargée de site et la conseillère sociale. La parole est donnée aux locataires, après une courte introduction faisant état des plaintes recensées. Pendant ce temps, 5 jeunes jouent au ballon au milieu des voitures, face à l'entrée. Est-ce qu'on peut grillager les fenêtres du rez-de-chaussée? On reçoit tout le temps des ballons, donc on est obligé de les tenir fermés. En plus, il y a risque d'intrusion. Il y a des jeunes qui rôdent tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin. Je n'en peux plus, d'autant plus que je suis cardiaque. Il y a des locataires de l'immeuble qui s'amusent à jouer au ballon jusqu'à minuit 1 heure. Il y en a un que j'ai engueulé à minuit. Faut dire les noms. Les parents ne leur disent rien. Dès qu'il y a de la pluie, ils rentrent dans le hall. J'habite au-dessus, je ne peux pas dormir. En face, en plein jour à 7 heures du soir, il y avait un gamin qui brûlait un sac de livres et des cahiers de classe, personne n'a rien dit. Moi je vais vous dire, tout le monde est au courant de tout, la gardienne, l'OPAC, tout le monde, personne ne dit rien. L'OPAC, il n'en a rien à foutre. J'ai signé une lettre, 20 locataires avec moi, il n'y a rien eu, ils m'ont cassé 2 vitres de ma voiture. Quand on rentre le soir, ça sent le cannabis, ça rentre dans les logements. Les gens mettent n'importe quoi dans les poubelles. Regardez, il y a plein de pneus. Qui les a mis? Il faudrait un gardien sur place au rez-de-chaussée. Il y a un local pour la nuit. Il y a quelqu'un de l'immeuble qui vend des boissons alcoolisées dans son appartement. Renseignez-vous à l'OPAC, on a fait un courrier. J'habite ici depuis 12 ans. Moi depuis 41 ans. Avant c'était calme. On a été bien les premières années. Ces notes sont un résumé de la problématique. Des comportements dérangeants, des saletés, du bruit, la peur d'être agressé. Mais surtout, le sentiment que les institutions sont sourdes aux plaintes des locataires alors qu'elles les connaissent. Enfin, l'impression qu'il y a des solutions simples mais qui sont ignorées par les décideurs. Pour bien analyser cet état de fait, nous allons donner les réponses aux 4 questions suivantes. Quels sont précisément les faits dont sont victimes les locataires? Quel est l'état du territoire sur lequel ils se produisent? L'affirmation par les locataires de l'impunité des auteurs est-elle justifiée? Enfin, quelles sont les conséquences de cette situation? Quels sont les faits dont les locataires se disent victimes? En première place vient la gêne causée par la présence de groupes de jeunes à proximité des entrées d'immeubles, ou à l'intérieur. Effectivement, les halls d'entrée ou les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.